Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dev Café. Et tous les matins du lundi au vendredi, je vous résume l'actu autour du dev mobile en une dizaine de minutes et forcément pas d'exception en ce jeudi. Si toutefois vous avez raté le Flutter Forward d'hier, eh bien pas de problème car en deuxième partie je vais tout vous expliquer, tout ce qu'il faut en retenir. Mais ce sera pas le seul sujet puisqu'on évoquera dans la première partie 3 infos autour de Google et d'Android. Malheureusement du coup ma sélection pour aujourd'hui elle est un peu plus restreinte que d'habitude. Du coup, rassurez-vous, on rattrapera bien tout ça demain dans les infos. Allez, je vous fais pas plus attendre et on attaque tout de suite. En début de semaine, je vous indiquais que l'Inde travaillait sur son propre système d'exploitation mobile sous le nom de code IndOS en collaboration avec des universités et des startups. Et en effet, il y a un fonctionnaire qui disait que le gouvernement voulait créer un système d'exploitation mobile, indien et sécurisé pour contourner la domination d'Android, car pour rappel, là-bas, l'OS fait quand même 95% de part de marché. Mais bon, finalement, l'information, elle s'arrêtait juste là. Sauf qu'en parallèle, on a entendu parler d'un BarOS qui est conçu par une startup hébergée à l'université de Madras. Et Madras, en fait, ça se situe dans le sud-est du pays, pour ceux dont la géographie fait défaut, et je m'inclus là-dedans. Et en fait, on voit dans cette vidéo d'une vingtaine de minutes des représentants qui vantent les qualités de l'OS sans jamais en montrer une seule image. Et bon, je vais quand même vous résumer ce qui s'y dit, puisque c'est un système qui n'a pas d'application préinstallée, et ça ne partage aucune donnée utilisateur. A priori, ils viseraient plutôt les entreprises où l'aspect confidentialité est important, notamment puisqu'ils supporteront les réseaux 5G privés ou encore l'accès à des boutiques d'applications privées qu'on appelle des PASS pour Private App Store Services. Alors, le système aurait aussi un mécanisme de mise à jour native qui permettrait d'installer des mises à jour en fait sans que les utilisateurs aient besoin de faire quoi que ce soit. Alors tout ça finalement c'est un peu abstrait, mais notre cher Michal avait quelques infos supplémentaires, notamment cette capture d'écran, ou encore que ça se base sur AOSP, donc la version open source d'Android. Mais en soi, BarOS c'est finalement pas le premier à mettre en avant la notion de confidentialité, ici l'engagement c'est plutôt qu'il soit conçu en Inde. Du coup, est-ce que ce BarOS c'est le IndOS dont je vous parlais en début de semaine? On le saura peut-être bientôt. Et d'ailleurs, à se parler de l'Inde, je vous avais aussi indiqué que la Cour suprême avait invalidé l'appel que Google avait fait, notamment sur l'intégration forcée de ses services sur les téléphones, comme Chrome ou Maps par exemple. Et Google avait pile poil une semaine pour réagir, à savoir aujourd'hui, le 26 janvier. Et dans un article publié sur le blog officiel de Google hier, on apprend qu'ils vont s'y conformer, et c'est assez logique parce qu'avec 1,4 milliard d'habitants, c'est un marché trop important pour eux. Du coup, je vais vous lister les changements. Le premier, c'est que les constructeurs pourront demander un droit de licence par application Google pour les préinstaller sur les téléphones. Du coup, ce sera plus comme aujourd'hui où c'était un lot, mais là bien application par application, et du coup ce sera aussi plus forcé. Le second, c'est qu'il sera possible de choisir son moteur de recherche dès qu'un nouveau smartphone ou qu'une nouvelle tablette sera allumée pour la première fois. Ensuite, les conditions d'utilisation pour les forks d'Android vont changer. En gros, l'idée aujourd'hui, c'est que Google voulait à tout prix les empêcher, et finalement, ils vont retirer ces contraintes-là. Ensuite, côté solutions de paiement, dès le mois prochain, tous les développeurs d'applications et de jeux pourront utiliser des solutions alternatives à celles du Google Play, pour donc les achats in-app. Pour ce qui est du sideloading d'applications, c'est-à-dire l'installation à la main des applications, le flow d'installation va légèrement changer, tout comme les capacités pour les applications à se mettre à jour automatiquement, mais ils disent pas précisément comment ils vont s'y prendre, simplement ils indiquent qu'ils veulent que les utilisateurs soient au courant. On peut donc imaginer que les fonctionnalités soient débloquées à condition que les utilisateurs valident cela. Finalement, on est très proche de ce que proposera le Digital Market Act en Europe, et puis c'est assez intéressant de voir que c'est l'Inde qui est à l'avant-garde sur ce type de sujet, et typiquement dès que j'aurai plus d'informations sur les différentes implémentations chez nous et aussi en Inde, forcément je vous tiendrai au courant, car la même chose va arriver chez nous. On change de sujet, mais d'ailleurs aujourd'hui j'arrive quand même à soigner un tout petit peu plus mes transitions puisqu'il s'agit du Google Play côté console pour les développeurs. Et comme vous le savez, il y a désormais une validation, et il y a certes les nouvelles versions des applis qui sont scrutées, mais aussi les changements sur la fiche comme la description ou les captures d'écran. Sauf qu'en l'état, il était un peu difficile de savoir qu'est-ce qui était concrètement en review, et c'est pour ça que dans la page Publishing Overview, il y a désormais une section qui s'appelle Changes Ready to Send to Review qui va être rajoutée. Alors l'idée c'est que contrairement à avant, où dès que vous sauvegardiez, tout était mis en validation, vous allez pouvoir faire une sorte de liste de modifications en brouillon qu'il faudra ensuite soumettre à validation depuis cet écran. Donc dit autrement, vous pourrez mieux visualiser quelles différences vous voulez apporter. Et de manière assez intéressante, si vous avez envoyé des modifications en review, vous aurez aussi la possibilité soit de les annuler complètement, ou alors d'en modifier en partie. Typiquement dans l'exemple qu'il donne, imaginons que vous mettiez en ligne une nouvelle version d'une appli et que vous changiez la description.
là vous vous rendez compte qu'il y a une erreur sur les captures d'écran, vous allez pouvoir mettre en pause la review, faire les modifs sur les écrans et la renvoyer. Vous n'êtes pas obligé de tout refaire ou alors d'attendre de la fin que ce soit validé. En gros, c'est une amélioration dans le process de validation, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est plutôt bienvenu. Pour la suite, j'ai en réalité encore plein d'autres sujets sur Android, mais si je veux respecter à peu près les 10 minutes de votre temps quotidien, il faudra revenir demain, car la deuxième partie, elle va être consacrée à Flutter. Et d'ailleurs, pas de news en bref non plus aujourd'hui, pourtant il y avait encore du croustillant pour Twitter, mais bon, rendez-vous pour ça demain. Et du coup, comme promis, voici le résumé du Flutter Forward. L'idée c'est que dans un premier temps, je vais vous lister les petites infos, avant de m'attarder sur les plus gros sujets ensuite. Mais bon, si je devais vous résumer tout ça en quelques mots, c'était des annonces intéressantes, mais sur la forme, la présentation elle était peut-être un peu trop longue. Alors pour commencer, en termes de nouveautés, on note que Rive, qui est l'outil pour faire des animations et qui est conçu en Flutter, a maintenant une application native pour macOS. Le Flutter News Toolkit, qui est une sorte de template pour créer des applications d'actualité sur Android et iOS, il est désormais disponible pour tous, alors que jusqu'à présent c'était en accès limité. Widgetbook, qui était jusqu'alors une simple bibliothèque pour extraire les widgets d'une application, ou même plutôt d'un design system, ils ont maintenant une version cloud, et l'idée c'est que vous allez pouvoir rajouter une action sur vos pull requests pour que ça génère un lien, et ensuite permettre aux équipes de designers de valider si justement l'implémentation en Flutter elle est bien bonne. En revanche, c'est en accès limité pour le moment, du coup n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien en description. En termes de chiffres maintenant, il y a 700 000 applications qui ont été publiées depuis le lancement de Flutter, mais finalement ce chiffre il est assez flou car on ne sait pas quelle est la proportion de mobile, de web et de desktop là-dedans. Et autre chiffre, il y a plus de 5 millions de développeurs Flutter dans le monde. Côté application Google qui utilise Flutter, vous pouvez maintenant rajouter Classroom qui l'intègre non seulement sur la partie mobile mais aussi sur son site web. Ensuite, l'application Wonderous qui avait été présentée à Flutter Viking l'été dernier, elle est maintenant totalement responsive, y compris pour le support des écrans pliables. Mais bon, je dois vous avouer que je suis un peu déçu car c'est juste un exemple de code avec des media query classiques, il n'y a vraiment rien de nouveau là-dedans. Bon voilà, ça c'était pour les petites annonces, maintenant place au plus intéressant car Flutter 3.7 avait été annoncé en avance pour justement permettre au Flutter Forward d'annoncer quel est l'avenir de la techno. Alors d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier où je vous résume les nouveautés de Flutter 3.7 et le lien comme d'hab il est dans le petit i. La première nouveauté, ça concerne Dart 3 qui est désormais testable en version alpha. Alors il vous suffit d'être sur Master de Flutter ou alors le canal Dev de Dart et on note l'arrivée de plusieurs nouveautés dont le Null Safety qui est désormais obligatoire. Alors pour info, je vais vous expliquer ensuite les nouveautés rapidement car je vais essayer de vous faire une vidéo plus détaillée ce midi. Le premier ajout concret, c'est les records qui va vous permettre de ne plus retourner une seule valeur mais plutôt plusieurs dans une méthode. Puis vient la deuxième nouveauté, à savoir les patterns, qui vous permettent de recevoir ces deux valeurs en respectant bien le type de manière déstructurée, c'est-à-dire que l'on peut réassigner les deux valeurs à deux variables différentes, ici lat et long, et en plus on conserve bien le type qui ici c'est double. Mais le pattern matching peut aussi servir dans ce qu'on appelle dans d'autres langages les sealed classes, où en gros c'est ce que permettait jusqu'à présent la bibliothèque Freezed de faire. Alors pour vous donner un exemple, imaginons que vous voulez représenter l'état d'une appli. Alors il y a chargement, succès et erreur qu'on pourrait matérialiser avec une énumération par exemple. Mais si on regarde bien, dans le cas du succès, on aimerait bien avoir la valeur, avec l'erreur on aimerait l'exception, et pour le chargement, rien du tout. Et c'est justement ce que permettent les sealed classes avec des attributs différents en fonction des états. Pour ça, vous devez créer plusieurs classes pour chacun des cas, puis ensuite vous pourrez faire un switch dessus pour en fait gérer ces différents cas. Dans l'exemple de code que vous voyez juste ici, c'est une forme, donc une shape, qui peut être un carré ou un cercle. Donc le carré, il a une taille, alors que le cercle, il a un rayon. Et la troisième autre nouveauté qui a été un peu passée sous le tapis pendant la présentation, c'est que les classes ont des nouveaux qualificatifs. Alors aujourd'hui, on a le mot-clé classe tout seul, qui veut dire qu'elle peut être héritée et utilisée comme une interface ou aussi un mixin. Et désormais, il y aura clairement le mot-clé interface class pour les interfaces, base class qui est pour les classes qui peuvent uniquement être héritées, mais qui ne peuvent pas être utilisées comme des interfaces. Ensuite, il y a final class qui ne peut être ni étendu, ni implémenté, ni utilisé en tant que mixin. Seal classes, je vous l'ai expliqué juste avant. Et enfin, mixin class qui est une classe qui peut être utilisée en tant que mixin. Alors vu qu'il y a ces nouveaux mots-clés pour les classes tout court, donc l'implémentation actuelle, ça reste en vigueur, à savoir que ça peut être étendu et implémenté. Par contre, pour l'utilisation en tant que mixin, il faudra bien rajouter le mot-clé, donc mixin. Mis à part ça, Dart 3 va pouvoir générer du WebAssembly sur le web, et ça c'est un gros changement qui est bienvenu, ou encore supporter l'architecture RISC-V sur Linux. Mais quelque chose de très intéressant est l'arrivée du GNI Gen qui fait suite au FFI Gen. Donc en gros, aujourd'hui, quand vous voulez appeler du code Java ou Kotlin sur Android, vous devez utiliser des méthodes channel pour envoyer des messages vers le natif et recevoir une réponse. Bref, il y a un certain mécanisme de communication à créer et à gérer, et finalement, une légère perte de performance.
Et l'idée sur Dart 3, c'est que le code en Dart pourra appeler directement le code Kotlin depuis le Dart en créant des interfaces. Il n'y aura donc plus besoin de passer par les méthodes channel. Alors pour une fois, on peut dire que Dart 3 porte bien son nom, car vu les changements que je viens de vous présenter, finalement il y en a énormément. Mis à part ça, Impeller, c'est le tout nouveau moteur de rendu qui enlève les ralentissements sur iOS, et il est disponible à travers un flag, non plus sur la version master de Flutter, mais désormais sur la version stable. Côté Android, le web et le desktop, en revanche, c'est encore en cours de développement, donc pas disponible. L'idée d'Impeller, c'est qu'il va aussi être possible de supporter les shaders personnalisés, et typiquement dans la démo que vous voyez juste ici, vous allez pouvoir l'exploiter sur le web. Alors faites bien attention, ici ce que vous voyez, c'est juste une seule démo. Pareil, on peut importer des objets 3D et les performances qui ont été montrées sont relativement impressionnantes, d'autant plus que c'est sur iOS. Et pour finir sur la partie web, je vous l'avais déjà rapidement dit, mais la grosse nouveauté c'est la possibilité d'exporter le code non plus en JS mais en WebAssembly, qui devrait donc améliorer nettement les performances. A noter, pour que ça puisse fonctionner vraiment, il faut activer le Garbage Collector sur Chrome, mais c'est disponible qu'en activant des flags, donc autant vous dire que c'est pas pour tout de suite qu'on pourra l'utiliser. Mais c'est pas tout, puisqu'il existait jusqu'à présent un Add to App qui permettait de mélanger une application mobile native avec du Flutter. Et il va être possible de faire la même chose, mais côté web, et ça s'appelle l'Element Embedding, qui peut donc intégrer du Flutter dans une balise div classique HTML. Et en parallèle, le package JS a été modifié pour permettre d'ajouter une annotation qui s'appelle @JSExport, qui permet d'appeler directement du code JS depuis le Dart. Finalement, c'est un peu comme FFIGen et GNIGen dont je vous ai parlé juste avant. Et si on prend l'Element Embedding et qu'on y ajoute le paquet JS, vous voyez cette démo en ce moment où en fait le JS peut contrôler du Flutter et inversement. Au final, le web qui était quand même une grosse promesse de Flutter et qui quand même était un peu survendu devrait largement s'améliorer dans le futur. Par contre, je douche immédiatement vos attentes. Côté SEO, c'est certes une div, mais le code dedans, c'est toujours le code quasiment inexploitable, illisible par les moteurs de recherche. Et surtout, avant que ça soit dispo, il va falloir attendre plusieurs mois, notamment sur la partie Garbage Collector dans Chrome. Voilà, donc en résumé, il y a quand même de très belles annonces, mais si vous nous avez suivis en live, peut-être que vous nous avez vu un tout petit peu blasé, peut-être parce qu'on espérait mieux. Mais en fait, c'était la forme qui était probablement pas la bonne, car là, en relisant toutes ces infos-là, on peut dire que c'est du lourd, d'une certaine manière. Et je vous avoue que typiquement, GNIGen, moi, ça me fait un peu de l'œil. En tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez, voir les fonctionnalités qui vous intéressent. Alors comme je vous l'ai dit, si je peux, je vous fais une vidéo ce midi sur Dart 3, au pire ça arrivera demain midi. Allez, on va maintenant refermer ce Dev Café un tout petit peu différent d'habitude, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu, auquel cas, et vous connaissez désormais ma chanson, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une super belle journée, et donc à demain.